Alors aujourd'hui, on accueille Pierre qui a écrit 2 livres que je trouve vraiment intéressants. Et donc je vous les présente comme ça et en même temps, ça va être aussi l'occasion de le rencontrer et d'écouter ce qu'il peut nous en dire. Bonjour Pierre. Bonjour Vanessa. Merci d'être là. Je suis ravie de te recevoir pour Les Portes qui claquent, le podcast autour des ados en direction des parents d'ados. Et je suis ravie de te recevoir. J'ai envie que les gens connaissent un peu à la fois ton travail et ton parcours. Et la première question pour toi, ce serait qui es-tu ? Qui je suis. Je vais donner une étiquette de qui je suis aujourd'hui. Donc, je suis Pierre, le prénom, David le nom, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. Donc, on est une entreprise qui aide à la fois les sportifs de haut niveau à la base, maintenant les sportifs, entrepreneurs, artistes et aussi des fois quelques étudiants qui voient la lumière chez nous et qu'on peut accompagner. Génial. Et comment tu accompagnes, toi ? Nous, justement, c'est la méthode qui a été créée qui s'appelle la dépolarisation aujourd'hui. Donc, c'est une méthode qui est née de toutes les formations que j'ai faites, de mon parcours de sportif de haut niveau sur lequel j'ai échoué sur la dernière marche, justement, et après, du coup, des formations que j'ai faites, notamment à l'étranger. Bon, que des points que j'ai envie de découvrir avec toi. L'idée pour moi, ce serait de te demander qu'est-ce que tu penses, toi, de l'adolescence et est-ce que tu nous raconterais des choses de la tienne ? Wow, qu'est-ce que c'est pour moi l'adolescence ? Je n'ai pas vraiment réfléchi à cette question, mais je pense que c'est une phase où, justement, on a besoin de se construire, se découvrir. Une phase où, si je parle plutôt de ma phase, c'était une phase de recherche aussi, de me demander qui je suis, de compréhension du monde. Une phase où on est aussi en contradiction avec ce qu'on nous a enseigné, parce que on a envie de se construire. Donc je pense que c'est l'adolescence, une vraie phase de construction. L'idée pour moi, c'était aussi de venir à ton contact pour parler de cette question de l'identité que tu as bien développée. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un des points assez centraux de l'adolescence, à savoir comment on change d'identité. C'est une période pleine de métamorphoses, c'est une période où il y a des transformations. Et dans ce sens-là, ça me semblait intéressant d'avoir ton regard. Je sais que tu fais travailler les gens à partir de la notion d'identité. Tu pourrais nous en dire plus ? Ouais, justement, moi, en 2016, 17, 18, je pense, j'intervenais avec des décrocheurs scolaires. Donc, vu que moi-même, j'étais décrocheur scolaire à l'époque, et notamment, j'ai pas eu mon brevet des collèges du premier coup. Okay. Donc, pour moi, l'école, ça a été une phase assez compliquée, où je me demandais, mais qu'est-ce que je faisais ici ? J'apprenais des choses et je voyais pas vraiment le sens. Et du coup, quand je suis intervenu avec des décrocheurs scolaires, la première chose que je venais travailler, c'était de leur enlever cette étiquette de « je suis nul ». Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains. Et tout ce qu'on va mettre derrière le verbe « je suis », à un moment donné, on va le devenir. Donc, si je pense être nul, eh bien, si on suit la pyramide de Robert Dills, un enseignant en programmation neurolinguistique, on va dire « je suis nul », donc nos croyances, ça va être « l'école n'est pas fait pour moi ». Mes capacités, je ne vais pas les développer. Comportement, je vais faire du n'importe quoi en cours. Et l'environnement, je vais avoir des mauvaises notes. Et du coup, ça va venir renforcer cette identité. Donc pour moi, le rôle de l'identité, c'est, je pense à l'adolescence, être capable justement de ne pas s'identifier à ses résultats, et notamment les résultats scolaires, pour être capable de garder confiance en soi, je pense. Dans ton parcours à toi, ça a été finalement de t'extraire de l'identité du décrocheur scolaire. D'être nul, ouais. D'être nul. Moi, jusqu'à... justement, parcours où je redouble ma troisième, les profs me disent que je suis pas fait pour les études longues. Et sur le moment, je pense qu'à ce moment-là de ma vie, ils avaient raison. Donc, je m'oriente vers un brevet d'études professionnelles, donc un BEP. Et là, je découvre la boxe. Et à ce moment, je vais voir un combat de boxe de personnes qui étaient en élite, donc à haut niveau, en salle de boxe française. Et je vois que celui qui bat un gars de ma région, c'est un étudiant. Et j'entends, en fait, c'est normal qu'il batte, il est étudiant, il peut que s'entraîner, alors que l'autre, il est ouvrier, quoi. Et du coup, dans ma tête, je l'associe. Ouais. Si je veux faire de la boxe à haut niveau, je dois faire des études. Et donc, pour moi, les études ont été un prétexte
pour pouvoir continuer à m'entraîner à faire du sport. Et donc là, je suis à BEP, je renchaîne un deuxième BEP où du coup, vu que j'avais déjà mon premier BEP, on m'enlève toutes les épreuves générales. Donc j'ai que la pratique, donc 18 heures de cours par semaine. Donc là, c'était top pour pouvoir m'entraîner. Je fais première adaptation et là du coup, j'ai commencé à reprendre les études. Première adaptation, BTS. Après, j'arrête, je pars un an en Australie, je reprends, je fais licence, master 1, master 2. Donc... ça va super vite. Et j'entends qu'il y a eu comme un déclic et Ouais. quelque chose qui a été lancé simplement en regardant un match, c'est ça que tu décris? Ouais, je regarde un match de boxe et j'associe juste le fait de OK, je veux faire du sport de haut niveau. Pour ça, je peux pas rentrer sur le marché du travail maintenant. Si je rentre sur le marché du travail en tant qu'ouvrier qualifié, eh bien tout simplement, je vais devoir aller au travail tous les jours et je pourrais pas m'entraîner. Alors Ouais. qu'en tant qu'étudiant, ce qui était bien, c'est que je pouvais sécher les cours pour aller courir. Ok, je vois. Donc l'idée, ça devient de mettre ton environnement de vie au service de ta passion, de ce que tu as découvert et que tu as envie de nourrir, quoi. C'est ça, exactement. Moi, j'ai juste associé, en fait, vu que je voyais pas de sens aux études, le seul sens que j'ai vu, c'était qu'à travers les études, je pouvais vivre ce qui était le plus important pour moi, qui était de faire du sport au haut niveau. Et est-ce que tu avais un tempérament bagarreur, quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui fait que la boxe, ça prend sens à ce Non, non, moment-là? pas du tout. Juste, il y a mon père qui faisait de la boxe étant jeune. Il m'avait mis étant plus jeune, j'étais allé faire quelques entraînements. Naturellement, j'étais assez bon. Genre, j'étais très technique, tactique. Donc, c'est allé. Moi, c'était. En fait, la boxe, pour moi, c'était un moyen d'exprimer. En fait, la boxe, c'était le seul endroit à l'époque, vu que je me trouvais nul, c'était si j'avais dit ça, cette phrase-là à l'époque, c'était le domaine de vie où je me trouvais le moins pire. Mhm. Mhm. Et donc la boxe, c'était comme un échappatoire pour moi, pour me prouver que j'avais de la valeur en quelque sorte. Ouais. Mais ça aurait pu être autre chose si j'avais été bon dans autre chose. À côté, je faisais du foot, mais vu qu'au foot, j'étais pas exceptionnel et je voyais que je pouvais pas aller à haut niveau au foot, bah, j'ai favorisé la boxe où là, j'ai vu que j'avais un potentiel et forcément, vu que les entraîneurs ont vu mon potentiel aussi, ils m'ont encouragé à aller plus loin là-dessus. D'accord. Et à ce moment-là, dans ton environnement, tu n'avais pas spécialement d'amis qui en faisaient? C'était Non. une Si j'avais décision... j'avais des amis à ce moment-là, à l'adolescence justement, j'en aurais fait même s'ils n'avaient pas été là. Oui. Mais en effet, au début, il y avait les grands de mon village en faisaient, mais bon, au bout d'un an, ils étaient plus là et puis moi, j'étais resté là, quoi. D'accord. C'est une période effectivement où on s'identifie beaucoup au groupe, à ce que font les autres, au regard des autres sur nous aussi. Toi, au niveau du regard, c'était quelque chose qui était important ou ça n'avait pas tant d'importance que ça? Si le regard des autres est dans le groupe, ça avait de l'importance. Par contre, faire de la boxe et choisir d'en faire à haut niveau, ça m'a créé une espèce d'identité sociale où les copains étaient contents de me voir, de parler de moi, de dire « Ah bah, il y a Pierre qui boxe et tout », et ça crée un statut social. Et ce statut social-là, ce qui était bien pour moi, c'est qu'il me permettait d'échapper où mes amis de l'époque buvaient de l'alcool, fumaient des choses illégales. Et moi, du coup, la boxe, c'était un prétexte d'en faire au haut niveau pour dire bah non, je fume pas, je bois pas, je rentre plus tôt. Ce qui m'arrangeait bien. Et du coup, les autres, ils comprenaient ça parce qu'ils savaient qu'ils étaient contents de dire que je faisais de la boxe à haut niveau. Donc, la boxe, ça a été pour moi vraiment un prétexte de fuir le regard des autres et de plutôt de dire non, j'ai pas envie de boire et tout, ça m'inspire pas, bah de dire non, je peux pas boire parce que demain je vais m'entraîner. Donc j'avais une bonne excuse. Donc ça a été un bon levier en fait. Ouais, je vois ça. Il y a toute une identité qui finalement a organisé la manière dont tu te comportais, dont tu te comportais avec les autres et au fond, tu as offert pratiquement une protection par rapport à ce que cet âge-là demande d'investissement social, de soirée, de filles, j'imagine bien. Cette identité, je suis boxeur, je suis sportif de niveau, bah derrière, encore une fois, m'a amené à certains comportements qui m'ont aidé en restant accroché à cette identité. Ouais. J'ai là deux de tes livres et je me dis, bah tiens, tout à l'heure tu m'as surpris quand tu parlais effectivement de l'identité décrocheur scolaire. Comment on passe de ça à écrivain de 2 livres? Parce que bah il y a eu donc il y a BTS, je finis mon BTS et là j'en ai marre des études et en même temps j'en ai marre de la boxe et j'étais nul en anglais. Du coup à ce moment je dis ok, je décide d'apprendre l'anglais, donc je pars en Australie 1 an pour travailler là-bas, enfin 7 mois. Je reprends ensuite
au bout de 7 mois, la boxe me manque, donc je me dis, il faut que je reprenne la boxe. Mais si je reprends la boxe, je dois reprendre les études parce que je peux pas aller travailler. Si je vais travailler, je peux pas reprendre la boxe. Donc je me débrouille pour trouver une licence. Donc je trouve une licence. Après, je finis ma licence et là, maintenant, il faut que je fasse un master parce que parce que j'arrivais à haut niveau, mais j'étais aux marges d'équipe de France, mais j'y étais pas encore. Donc il fallait que je trouve un master. Donc je trouve un master un peu au hasard en rencontrant un prof de l'université. Il me présente au responsable pédagogique du master, ça match. Et là, en fait, ce master, c'était un master en sciences humaines. Donc, je fais une validation d'acquis pour y rentrer. D'accord. Avec un côté sport, un côté sociologie. Et en fait, le prof, donc un docteur en neurosciences, en sociologie, je pense qu'au moment où j'ai l'entretien avec lui, il me connaît plus que moi je me connais. C'est-à-dire, je viens d'une classe populaire, stratégie d'études courtes, sport boxe. Et en fait, il m'accepte dans le master et il me dit OK, il y a une option pour faire un peu plus de sociologie. Je connaissais pas ce mot, en fait. À 23 ans, je connaissais pas le mot sociologie. Et en fait, je commence à aller à la bibliothèque universitaire. Je lis les bouquins de sociologie sur l'éducation. Tout ce qui est sociologie des classes sociales, etc. Et en fait, je me découvre. Je lis les choses sur les stratégies sociales, les stratégies scolaires selon les classes sociales et je me découvre. Et en fait, je vois que c'était pas un hasard. Absolument. Ouais. Moi, je pensais être débile profondément. Et en fait, je lis les livres en sociaux et je me dis, waouh, je suis peut-être pas débile, c'est peut-être une construction. Absolument, oui. Et du coup, je découvre que finalement, la part d'inné est minime par rapport à la part d'acquis. Et j'avais 3 ans, je pense, de retard sur les études à cette époque. Vu que j'avais arrêté, j'avais redoublé, j'avais fait 2 BEP. Et là, à 23 ans, je commençais à aimer les études. Et là, je me mets à dévorer les livres de sociaux. Et donc, c'est un peu comme ça où j'ai continué, tout simplement. Donc, c'est une nouvelle identité qui s'ouvre à toi, effectivement. C'est c'est ce que j'entends, ouais. Oui. Bon, là, d'un seul coup, je me dis, ok, effectivement, on est qui on est dans la lignée de ce que nos parents nous offrent à la fois comme cadre et à l'adolescence, c'est le moment où on peut s'adosser sur ce qu'on a reçu, où on commence à s'opposer à ce qu'on a reçu aussi. Exactement, ouais. Y a quelque chose dans ce que tu décris qui dit, ben voilà, j'ai fait un peu comme mon père et en même temps, il y a quelque chose qui s'ouvre dans une autre dynamique, tout complètement. Ouais. Ça, je trouve ça passionnant. Je trouve cette manière de suivre un peu le fil à la fois des rencontres. Tu parles d'un prof, tu parles d'un match vu, de comment, au fond, tu t'es laissé enseigner par la vie par rapport à tout ce parcours. Ouais, je pense que justement, en tant qu'identité, vu que je me trouvais nul un peu partout au niveau des études, l'identité de boxeur, je me suis accroché à cette identité parce qu'elle me permettait d'exister. Elle me permettait d'être visible. Mine de rien, j'étais souvent dans les journaux locaux. Donc, j'avais un certain statut social qui m'a aidé à me construire. Et vu que je tenais à cette identité-là, forcément, ça m'a porté. J'ai trouvé toutes les stratégies possibles pour la garder. Et ces stratégies possibles, pour moi, c'était de faire des études, même si à la base, je n'aimais pas ça. Et je suis en train de me dire, c'est fou parce qu'on a, en tout cas peut-être moi, tout simplement moi, je dirais que j'avais une représentation de la boxe comme une forme de catalyse ou d'une manière de diriger peut-être l'agressivité quand on est ado, quand on est jeune, une manière de gérer la violence, ou est-ce que c'est vraiment de ça dont il s'agit? Parce que quand je t'écoute, ça résonne pas de ce côté-là. Ouais, je pense qu'il y a tous les cas. Des cas de figure comme ça, il doit en avoir. Après, moi, il peut en avoir quand même quelques-uns, mais ce que je peux constater quand même en règle générale, ceux qui ont vraiment de la violence à l'intérieur sur le ring, je pense c'est une généralité là. Je pense pas que, en fait, sur le ring, si on se maîtrise pas, c'est pas la violence qui fait gagner, c'est vraiment, je pense, la technique, la tactique, l'envie aussi de gagner. Mais derrière, dès qu'on met une émotion telle que la colère, on perd les moyens, on s'épuise plus rapidement, on manque de lucidité et du coup, on se fait plus vite toucher. Donc, je pense que ça peut être un catalyseur pour certains d'énergie, mais pas forcément de violence. Ouais. Ok. Les questions qui me restent là, tu sais, c'est est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement ce que c'est que la boxe
française. Je t'ai entendu dire la ça. savate boxe française. Ah oui, dans l'autre sens. Ouais. La savate boxe française, c'est un sport pour le coup qui est vraiment franco-français, où c'est de la boxe, donc pied-point, qui est assez codifié. Donc point, on a les gants, et pied, on est en chaussures. Enfin, on appelle ça des chaussons. Voilà, ce qui permet, du coup, on a le droit de toucher avec toutes les parties du pied, pas avec le tibia et avec les poings. Et donc, c'est assez codifié parce que à la base, ça vient d'un milieu plutôt bourgeois, et du coup, les gestes sont assez armés, etc., contrairement au kickboxing, au full contact, où les gestes sont plutôt... il y a plus de liberté. Et du coup, ce qui me vient, c'est finalement, quand on voit des matchs... Il y a différents poids, il y a différentes techniques, il y a différentes peut-être même circuits de concours ou de championnats. Est-ce que tu nous éclairerais là-dessus Du coup... La boxe thaï, c'est un truc qui est très connu dans un peu partout chez les jeunes. Cette idée d'aller en Thaïlande et de s'entraîner. Est-ce que toi, c'est des choses qui ont traversé ta voie? Ouais, maintenant, alors il y a l'époque de la boxe thaï. En fait, à chaque fois, c'est ce qui va attirer les gens, c'est ce qui est le plus violent à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on rentre dans l'époque du MMA. Oui. Moi, la boxe thaï, en effet, j'en ai fait, mais un peu par hasard. Je rentrais de mon trip en Australie. La boxe me manquait. Du coup, avant d'entrer en France, je me suis dit, tiens, je vais me préparer en Thaïlande. Et donc, moi, j'ai eu la chance de boxer aussi en Thaïlande. J'ai fait un combat à Bangkok. Donc, c'est encore différents codes. Là-bas, c'est plus culturel. Les gens, au lieu de faire du foot, ils font de la boxe. C'est une stratégie aussi sociale pour certains enfants de milieu populaire de pouvoir s'en sortir et de gagner de l'argent, parce que là-bas, on peut gagner beaucoup d'argent par rapport à la Thaïlande en boxant. Donc voilà, il y a certains parents ou certains enfants qui misent sur la boxe pour pouvoir tout simplement pouvoir contribuer aux dépenses du foyer, quoi. Du coup, ce qui me vient, c'est qu'en ce moment, au moment où on enregistre, on est en pleine préparation des JO. Je sais que toi, tu accompagnes un certain nombre de sportifs à la fois grâce à la méthode de dépolarisation, la méthode aussi de préparation mentale au sens large. Je sais que tu travailles aussi à partir de la notion d'échec. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose? Ouais, alors... Sur comment est née déjà la dépolarisation, c'est né par rapport à mes échecs que j'ai eu en finale. Donc moi, l'idée, c'est j'ai eu mes 5 finales de championnat de France. J'étais en équipe de France, mais tout le temps numéro 2. Donc dès que j'arrivais en finale, je perdais. Et à l'époque, j'avais fait de la sophrologie, de l'hypnose, de la méditation. Et tout ça n'avait pas résolu mon blocage. Donc je me suis formé en hypnose, je me suis formé sur d'autres parcours de coaching. Et en fait... le blocage de fond, j'avais tout le temps. Et du coup, c'est là où j'ai continué de me former, notamment avec le docteur John DeMartini aux États-Unis. Enfin, il donnait des cours à Londres. Et là, en fait, ça m'a vraiment débloqué. Et j'ai vu que le blocage que j'avais là, en tant qu'être humain, c'était le même blocage que j'avais en tant que sportif. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler avec un sportif, 2, 3, 4. Et finalement, c'est allé très vite. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 1000 sportifs. Et justement, avec cette méthode de dépolarisation qui est vraiment processée, c'est du, entre guillemets, clé en main. Quand un sportif fait un type de blocage particulier, on va très vite à l'enlever. Et dedans, en effet, après, il y a une notion, vraiment, il y a une séance entière sur la peur de l'échec. On va voir que finalement, l'échec n'existe pas. L'échec, c'est juste un point de vue qu'on a à un instant T. Mais si on prend de la hauteur, on va voir que finalement, dans la vie, il n'y a pas d'échec. C'est juste des parcours. Et finalement, si on arrive à tirer tous les bénéfices ou toute la valeur de l'échec, eh bien, on peut reprendre la phrase de Nelson Mandela qui est soit je gagne, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et là, ça prend tout son sens, en fait. Absolument. Moi, si je n'avais pas perdu en finale, jamais j'aurais créé la dépolarisation, jamais j'aiderais autant d'athlètes aujourd'hui avec une méthode qui est vraiment innovante et que personne ne fait jusqu'ici. Et c'est une méthode qui finalement s'applique, là tu en as parlé et je voudrais ressouligner ça, c'est moi ce qui m'a beaucoup touché dans cette approche-là, c'est comment on s'adresse à l'être de la personne et comment du coup un point, une caractéristique humaine vient rencontrer ton identité professionnelle, ton identité sportive et au fond c'est en travaillant cette caractéristique que tu fais jouer une transformation au niveau de la part professionnelle, par exemple. Ouais, exactement. Dès qu'on s'identifie à un résultat, on en est esclave. Dès qu'on s'identifie à l'extérieur, on en est esclave. Donc l'idée à chaque fois, c'est se dire, ok, il y a peut-être l'extérieur, mais moi, je reste qui je suis. Et j'ai peut-être loupé cet examen, mais je reste quelqu'un d'excellent.
Donc j'ai déjà l'état d'esprit d'excellent. Et je me rappelle d'un jeune une fois qui dit mais Pierre, je peux pas dire il avait 15 ans, je peux pas dire que je suis excellent, c'est faux, je suis pas encore. Et je lui ai demandé OK, et tu fais 1 mètre combien? Et, je sais pas, il avait 15 ans, il devait faire 1m59. J'étais pas né en faisant 1m59, t'es d'accord? Eh bah oui. Bah, tous les jours, tu grandis de quelques dixièmes de millimètre, mais tu le vois pas en fait. Il y a qu'au bout de 3 mois, 6 mois, tu dis ah bah tiens, j'ai grandi. Bah, pour l'identité, c'est la même chose. Si on décide d'être excellent et d'avoir l'état d'être excellent maintenant, que ferait l'excellence à chaque fois? Et on se décide de faire grandir cette identité-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas les résultats qui répondent à l'identité d'excellent, mais au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans sur du long terme, automatiquement, ça arrivera petit à petit, quoi. Il y a quelque chose que tu dis régulièrement qui est c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on a, c'est qui on devient. Qui on devient, exactement, ouais. Ouais, c'est qui on devient, c'est derrière chaque challenge que l'on a, soit sportif, entrepreneurial, étudiant, l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens, c'est-à-dire un être humain qui arrive à se reconnaître et qui accepte des parties de lui qu'il a rejetées. C'est-à-dire que nous, chez les sportifs, la majorité des sportifs qu'on accompagne, eh bien, ils sont en rejet de la partie arrogante en eux. Donc, ils vont dire ah bah, je peux pas dire que je vais être champion du monde, c'est arrogant de dire ça. Et du coup, au moment où on les aide à accepter cette partie-là en eux, ils peuvent être perçus par les autres comme arrogants, mais ça veut pas dire qu'ils y sont. Eh bien, hop, du jour au lendemain, le blocage s'enlève et bizarrement, les résultats, enfin, même pas bizarrement, mais les résultats arrivent naturellement, quoi. Et tu sais, moi, je suis en train de réfléchir à comment au fond, tu permets à quelqu'un d'être déjà dans un axe, alors que, entre guillemets, les preuves ne sont pas encore là. Comment rester plutôt confiant, finalement, dans quelque chose qu'il n'a pas encore obtenu. Et je me souviens avoir vu aussi qu'il y a tout un travail qui est d'accepter à la fois de l'avoir et de ne pas l'avoir. Ouais, exactement. Je me rappelle avec une étudiante, justement, juste avant ses examens, qui stressait. Eh bien, on lui a monté tous les bénéfices, enfin, on lui a fait noter tous les bénéfices possibles à pouvoir échouer son examen, tous les inconvénients si elle obtenait son examen. Et du coup, paradoxalement, bah, c'est là où on se relâche. C'est-à-dire que le piège, c'est de croire que... je me rappelle une fois avec un séminaire où il y avait un préparateur mental qui était là, et il dit non mais attends, mais Pierre, si on montre tous les inconvénients de gagner une médaille à un sportif, il a pu vouloir y aller. Bah, s'il veut plus y aller en voyant tous les inconvénients, ça veut dire que c'est pas fait pour lui. En fait, dans la vie, c'est comme un aimant, il y a du plus et du moins, c'est inséparable, et en fait, la majorité des gens courent après des objectifs en pensant que ça leur apportera plus de bénéfices que d'inconvénients. Absolument. Et du coup, ils se rendent esclaves de cet objectif-là. Et nous, du coup, ce qu'on fait, on va juste équilibrer les perceptions, c'est-à-dire on va dire, ok, t'as envie de cet objectif-là, mais c'est quoi le prix à payer? Et du coup, par exemple, pour les Jeux Olympiques, bah, note-moi 25-30 inconvénients à obtenir une médaille aux Jeux Olympiques, 25-30 bénéfices à pas l'obtenir jusqu'à temps que le système nerveux lâche et se dit, bah, c'est quoi, c'est pas grave en fait si je l'ai pas. Absolument. Et au moins j'y vais en fait, je reste concentré sur la mission. Et pour les étudiants, c'est la même chose, c'est arriver à leur dire... bah ok, t'as vraiment envie de ça, mais là, il est stressé, il a peur de ne pas obtenir son examen. Bah, le paradoxe, c'est, on va lui dire, ok, c'est quoi tous les bénéfices pour toi de réussir? C'est quoi tous les bénéfices pour toi d'échouer? C'est quoi tous les inconvénients pour toi si tu as ton examen? Le moment où le système nerveux lâche et qu'il se rend compte que bah, finalement, il y a autant de bénéfices que d'inconvénients dans les deux parties, bah, c'est là où il peut être à 100% de son examen, quoi. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est comment est-ce qu'on arrive à proposer à un être humain à considérer différents aspects de lui-même. Dire au fond, pour un adolescent, ça serait de dire, ok, est-ce qu'il est bon en cours, ou est-ce qu'il a des aptitudes artistiques, ou encore est-ce qu'il a une intelligence spatiale, est-ce qu'il a finalement des compétences et des aptitudes dans ses relations, est-ce qu'il a beaucoup d'amis, et au fond de pouvoir commencer à percevoir un être dans différentes facettes et dans sa globalité. Et je trouve important qu'on puisse comme ça reconnaître des méthodes qui permettent à l'être humain d'être dans sa complétude la plus forte, quoi. Et je trouve très heureux justement cette modélisation qui permet aux sportifs d'accueillir différentes facettes d'eux-mêmes et mine de rien comme un peu de surcroît d'obtenir des résultats et des performances. Ouais, et puis dans la vie, bah, plus on va se focaliser sur nos points forts, bah, plus ça va être facile, et quand on arrête de se comparer, finalement, on voit qu'il y a pas de problème. Si les étudiants
Justement, les adolescents voyaient que bah, finalement, il n'y a pas quelqu'un de mieux qu'un autre. S'ils regardaient vraiment les revers des gens sur les réseaux sociaux, mais ok, il se met là sur les réseaux sociaux, mais il connaît sa vie dans sa globalité, bah, du coup, il y aurait beaucoup moins de fantasmes. Je trouve intéressant cette remise à zéro des fantasmes, cette manière de regarder les choses à la fois dans leur valence positive et leur valence négative, et en refusant d'être dans l'illusion peut-être qu'il n'y a qu'une seule chose ou qu'un aspect positif à la victoire. Et je trouve que cet aspect-là est très, très, très juste et puis très clair dans l'approche que tu proposes avec ton équipe, justement. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Et je me disais ça, c'est que peut-être que si dès jeunes on accède à cette représentation du monde, alors plus facilement, à la fois pour les parents et pour les adolescents, d'aller vers ce qui réellement nous ouvre le cœur, aller vers réellement ce qui nous apporte du plaisir et dans lequel on est aligné, parce qu'à cet endroit-là, on contribue réellement en acceptant le prix à payer. Ouais, exactement. Et tu vois, ça me fait penser sur ça qu'on est tous différents. Je me rappelle d'un entrepreneur que j'accompagnais, il se disait ah mais ma fille elle a pas de mental. Je lui dis mais pourquoi tu dis ça? Il fait bah parce que là on a fait une course de vélo ensemble et franchement elle a abandonné, elle a lâché. Et je lui dis ok, et du coup parce que ta fille a lâché le vélo, tu dis elle a pas de mental? Bah oui, il fait franchement elle en veut pas quoi. Et je dis ok, qu'est-ce qu'elle aime ta fille dans la vie? Il fait bah le piano. Je fais ok, elle aime le piano, ah ouais ça peut jouer pendant des heures et tout. Je fais t'as déjà essayé le piano? De jouer avec? Il fait oui. Je fais bah combien de temps tu tiens? Il fait bah au bout de 10 minutes j'arrête, ça me saoule quoi. Excellent. Et ok, je fais donc ce que tu es en train de me dire c'est que t'as pas de mental au piano. C'est exactement ça. Et là du coup il fait pouah. Je fais bah voilà, ta fille elle a du mental dans ce qui est important pour elle, elle en a pas dans ce qui est pas important pour elle. Vu que pour toi le vélo est plus important que pour ta fille, bah forcément t'as plus de mental dans le vélo. Vu que le piano est plus important pour ta fille que pour toi, bah t'as pas de mental dans le piano. Et du coup, hop, il a fait des liens avec ah ouais, mais en fait, ma fille dans les études, c'est ça qu'elle aime. Moi, je la pousse à faire ça, mais c'est parce que moi, je pense que c'est important. Et quand on est parent et qu'on se concentre sur qu'est-ce qui est intrinsèquement important pour mon enfant, et pas pour moi, mais pour mon enfant, eh bien, on peut trouver on peut trouver plus facilement des clés pour le guider et l'aider à aller vers ce qui est important pour lui. Je me rappelle, au dernier séminaire à Lyon, il y a une journaliste qui m'interviewe et elle me dit il faudrait que je vous envoie ma fille pour le tennis, vraiment elle a des problèmes mentaux au tennis et tout. Qu'est-ce qui se passe? Bah des fois elle lâche, elle abandonne et tout. Je fais ok, et qu'est-ce qui est gênant? Il fait bah ouais, je suis triste pour ma fille quoi. Des fois elle baisse les bras et tout. Je fais mais est-ce que ça la gêne elle? Et là elle me regarde, elle fait ah bah elle non, en fait je pense pas trop que ça la gêne. Ok, donc vous pouvez juste travailler avec votre fille, mais il n'y aura pas de résultat parce qu'elle, ça la gêne pas. Donc peut-être qu'elle fait du tennis plutôt pour vous faire plaisir que... Et enfin, en gros, quoi. Et du coup, là, c'est pareil, elle a réalisé que, bah oui, en fait, il y a les projections qu'on fait nous en tant que parents. Et il y a les réels besoins, envies, motivation profonde de l'enfant. Et du coup, plus on va être capable de discerner, de dire ok, ça c'est ma projection mais c'est peut-être pas celle de mon enfant, plus d'accepter l'enfant tel qu'il est sans juger si c'est bien ou si c'est pas bien. Par exemple, pour un parent qui a pas fait d'études, bah, peut-être qu'il va miser sur, là je pensais à quelqu'un en particulier, il a misé sur sa fille pour qu'elle fasse des études, mais sauf que elle, peut-être qu'elle a envie de faire autre chose en fait. Donc et c'est pas pour ça que ça va être moins bien. Mais si en tant que parent j'ai perçu que si j'avais fait des études ça aurait été mieux, bah, je vais vouloir que mon enfant fasse des études pour que ce soit plus facile pour lui. Alors que finalement, peut-être que ça va pas lui convenir. Je trouve que c'est intéressant cette manière que tu as de proposer une lecture à travers des cas et des situations, toutes les petites questions qu'on peut se poser réellement, hein, au fond, est-ce que ça t'intéresse vraiment? Qu'est-ce qui est en jeu pour toi? Pour quelles raisons? Ou qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu fais cette chose-là? On arrive peut-être plus facilement à cerner ce qui a de la valeur pour soi, pour l'autre, et au fond... accepter qu'on est tous différents et que surtout on ne peut pas modifier pour l'autre son système de valeurs. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Un enfant qui fait, et ça on le voit des fois, hein, des gens qui finissent, ils font médecin et finalement après être médecin, ils se sont dit bah j'ai fait ça que pour mon père et hop, ils changent totalement de travail. Donc
Une fois que la dette est payée, on peut peut-être s'autoriser, oui, à faire le métier de nos rêves et à se lancer et à prendre le risque d'aller vers ce qui nous fait tout à fait vibrer. Alors peut-être qu'avant ça, on peut choisir de manière plus consciente, en voyant peut-être le temps qu'on met à faire les choses, l'énergie que l'on a en faisant les choses et peut-être aussi la satisfaction que l'on obtient après avoir fait telle ou telle activité. Waouh, génial. Ce qui me vient aussi, c'est est-ce que toi, dans ton adolescence, tu avais des stars, des athlètes, des représentations, peut-être des musiciens, des gens qui étaient importants pour toi? Ouais, bah, les athlètes, il y a eu les gens de Nantes, la ville où j'étais. Enfin, il y avait un athlète en particulier qui a été champion du monde junior à l'époque. Lui, qui a été un modèle pour moi, en effet, quand j'ai fait de la boxe. Ouais, il y a eu cette personne-là. Après, comme ça, je pense que maintenant, c'était plus ces entrepreneurs. Donc, ça dépend de ce qui est prioritaire. Ou des gens qui m'inspirent et que j'aime bien regarder comment ils font. J'étais en train de penser, moi j'ai eu la chance de participer à un de tes séminaires et à voir comment les uns et les autres se mettaient au travail, certains se mettent au service aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, de voir un petit peu cette synergie entre les différents coachs qui constituent l'académie et puis la manière dont ils vont venir au plus près des participants au séminaire pour les faire grandir. Et en même temps, j'avais envie de te demander, toi, qu'est-ce qui te fait grandir, sachant que je sais que tu fais aussi des séminaires. Ouais, moi, ce qui me fait grandir, à chaque fois, c'est la même chose, c'est apprendre sur l'être humain. Là, je rentre d'un séminaire à l'heure où on fait le podcast. Je rentre juste de Denver. Il y a ma valise qui est en haut. Donc, j'arrive de Denver. J'étais 8 jours en séminaire avec quelqu'un qui est brillant. Donc ça me fait grandir. Il y a continuer de faire grandir mon activité entrepreneuriale parce qu'aujourd'hui, j'ai développé une bonne patte, je pense, en termes de compréhension d'un marché, de marketing, de comment est-ce qu'on peut avoir des entreprises à impact social parce que plus je grandis aujourd'hui, plus je pense vraiment que l'entrepreneur, l'entreprise a un rôle dans l'impact social parce que derrière ça, on diffuse une vision, une mission. Donc voilà, il y a à la fois le côté apprendre sur l'être humain et sur les lois, entre guillemets, universelles, et à la fois faire grandir des entreprises qui ont un message à faire passer. Ok. Je regarde un petit peu, je me dis, est-ce que toi, tu saurais définir la victoire, l'échec, la réussite? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez, comment dire, assez dépollué de cette notion de réussite, de cet échec, parce que je vois que derrière chaque échec, à long terme, je vais avoir une réussite, et derrière chaque fardeau, il y a un cadeau, si on arrive à creuser et à le voir. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement précieux et ça me fait vraiment plaisir qu'on en parle, en tout cas à travers tes mots, à toi, cette notion que tu décris maintenant. Ouais, enfin moi ça je peux le prendre sur mon cas, sur des cas de plein de gens qu'on a accompagnés, et si on creuse vraiment derrière le truc le plus dur qui nous est arrivé, on se pose et sur un papier on lâche pas le morceau quand on n'a pas écrit 50 bénéfices, à un moment donné on va voir, on va dire ouais mais ok merci en fait qu'il me soit arrivé ça. Et justement là on peut réellement transformer les choses, ne pas les revivre surtout, et surtout être beaucoup plus inspiré là-dessus. Et la victoire, c'est pareil aujourd'hui. Alors certes, quand il y a une victoire sur l'instant T, on peut percevoir que c'est une victoire. Et du coup, être content, avoir le pic de dopamine qui va avec. Par contre, si on regarde, il y a tout le temps un prix à payer qui va avec. Et je me rappelle d'une personne en judo à l'époque qui avait fait champion du monde, où on creuse. Et je lui dis, ok, c'était quoi les inconvénients pour toi d'avoir gagné ce titre de champion du monde? Il fait, il y en a pas, c'est le plus beau, enfin pas le plus beau jour de ma vie, mais c'était vraiment extraordinaire et tout. Et quand on a creusé, il réalise que c'est au moment où il a fait champion du monde que son fils a arrêté de s'entraîner avec lui. Ah. Il n'avait jamais fait le lien en fait. Oui. Et là il fait waouh, j'ai jamais vu ça comme ça. Donc derrière chaque chose que l'on perçoit comme le mieux de notre vie, quand on va creuser, il y a tout le temps un prix à payer en fait qui est là. Absolument. Oui. Et plus on accepte le prix à payer, plus on est capable de voir que, ok, il y a ça qui va arriver quand j'atteins mon objectif, mais il y aura aussi l'inconvénient qui va avec. Et plus on y va en conscience,
et moins on se prend moins on a de l'incompréhension par rapport à des challenges de notre vie. Là, il y a à l'heure où on tourne cet épisode, il y a les Jeux Olympiques, on est en pleine période Jeux Olympiques. Je suis persuadé qu'en France, après les Jeux Olympiques, on va avoir un gros pic de sportifs en dépression. Ça, c'est... Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie en 2021 à Londres, elle est facilement trouvable sur Internet, qui montre que 24% des sportifs olympiens sont en état de détresse mentale. Et ça, on le voit pas sur les réseaux sociaux. Ils en parlent pas à la télé. Pourquoi ? Parce que les gens courent après l'objectif. Le jour où j'aurai ma médaille olympique, je serai le plus heureux du monde. Et le jour où ils l'obtiennent, ils sont contents pendant 15 jours. Et finalement, au bout d'un mois, ils se rendent compte que rien n'a changé. C'est l'un des objectifs, effectivement, d'accompagner dans la globalité, c'est de permettre une compréhension des lois, une compréhension de cet effet de polarisation. Et c'est là où je trouve toute la pertinence de votre travail, c'est d'ouvrir les consciences et de permettre l'élévation avec finalement une mission qui est éclaircie, avec des moyens aussi, et puis l'acceptation des challenges. Ouais. Bon. Ok. Les portes qui claquent, ça c'est ce qu'on essaie d'éclairer. Et est-ce que toi, tu aurais envie de transmettre une dernière option, ou une dernière idée, ou peut-être une anecdote, je sais pas. Un moment pour nos auditeurs. Non, moi, ce que je peux voir le plus qui arrive avec, entre les parents et les enfants, je pense que c'est de savoir que l'enfant, quoi qu'il arrive, il a un potentiel, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je suis vraiment très convaincu de ça. Et pour travaillé avec des jeunes en décrochage scolaire, j'ai vu que derrière chaque jeune, il y avait un potentiel qui était là, mais sauf que vu qu'il n'a pas confiance en lui, il trouve des stratégies pour se faire remarquer, pour se sentir exister, qui sont pas efficientes, enfin du moins du point de vue social. Mais en tout cas, et je pense que c'est être capable de voir de voir pour un être humain qu'est-ce qui est réellement important pour lui, et d'être capable de ne pas juger ça, et pour pouvoir aller chercher au maximum le talent et voir comment ça peut être constructif avec. Au fond, ce serait de dire se mettre à l'écoute en regardant l'enfant, l'adolescent, de ce qui l'émerveille, de ce qui l'intéresse, de ce qu'il utilise comme temps, comme énergie, où va sa curiosité naturelle, où va son énergie naturellement. Et en étant à cette écoute-là, c'est de favoriser ce qui va permettre de développer des qualités d'apprentissage, endurance, c'est ça. Et de compréhension. Un enfant qui abandonne, ça veut dire que c'est pas dans ses priorités, ou alors c'est qu'il y a une charge sociale en mode ah mais si je fais ça, ça se fait pas, c'est pas bien. Donc il y a vraiment les charges sociales sur les concepts d'humilité, arrogance, égoïste, altruiste, méchant, gentil, honnête, malhonnête, etc. Qui viennent nous construire et à la fois nous limiter. Et du coup, je pense que c'est important de se dépolluer de ça pour être concentré sur ce qui est réellement important pour nous. Une fois qu'on est concentré ensuite sur ce qui est réellement important pour nous, les jeunes ont envie de plus de difficultés, même tout le monde a envie de plus de difficultés dans ce qui est réellement important pour nous. Bien sûr, on a tous envie de grandir. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, génial, merci beaucoup Pierre. Avec grand plaisir.